Bonjour les amis, aujourd'hui c'est dans une ambiance de polar que je vous emmène, car je vais vous raconter l'histoire d'un crime qui défraya la chronique en Angleterre, celle du meurtre de Julia Wallace. Alors petit aparté avant de rentrer dans le vif du sujet, pour vous remercier des nombreux messages que je lis sous les différentes vidéos et qui m'encouragent à continuer et à améliorer le format. On est plus de 800 sur la chaîne YouTube, ce qui est énorme, et je vous avoue que tout ça, c'est du boulot. Et de savoir qu'en retour cela plaise et qu'on se sent soutenu, ça fait vraiment plaisir. Alors pour ça, un grand merci. Nous sommes donc en janvier 1931 à Anfield, banlieue de Liverpool, située dans le nord de l'Angleterre, où vivent William et Julia Wallace. Ils sont connus du voisinage pour le couple singulier qu'ils forment. Lui est un agent d'assurance de 52 ans et également connu pour sa santé fragile. Sa femme, elle, a 69 ans et a donc 17 ans de plus que lui. Les relations du couple ne sont pas particulièrement au beau fixe, mais ne sont pas pour autant accompagnées de disputes. Il semble que leur mariage ait davantage été économique que par amour, comme cela pouvait être couramment le cas à l'époque. Malgré cela, les Wallace se supportaient mutuellement et vivaient, semble-t-il, une vie banale. Pourtant, un fait va venir bouleverser leur quotidien, transformant à jamais leur vie. William Wallace aimait les échecs et avait pour habitude d'aller quelquefois jouer au club d'échecs de Liverpool. Lors de son arrivée, un des membres du club vient le trouver pour lui dire qu'une personne a essayé de le joindre en début de soirée. N'ayant pas réussi à l'avoir au téléphone, cet homme lui a laissé un message. Ce dernier expliquait à Monsieur Wallace qu'il aurait aimé discuter avec lui d'un contrat d'assurance et lui donnait cela rendez-vous le lendemain au 25 Menlove Garden Est à 19h30 pour parler affaires. Bien que ne connaissant pas cette personne, William est intrigué par ce mystérieux coup de téléphone et décide de se présenter au rendez-vous, car après tout, cela était peut-être annonciateur d'un futur contrat. Le soir du 20 janvier 1931, vers 19h, William Wallace dit au revoir à sa femme et quitte son domicile pour se rendre au lieu dit. Seulement, un souci se présente à son arrivée. Il a beau à parcourir le quartier du Menlove Garden, impossible de trouver ce fameux numéro 25. Wallace ne se décourage pas et demande plusieurs fois son chemin à des habitants du quartier. Néanmoins, le numéro 25 ne semble tout simplement pas exister. Dépité, il décide finalement de rentrer chez lui après presque une heure de vaines recherches. Cependant, la soirée est loin d'être finie pour lui, et une autre mauvaise surprise l'attend. Il est impossible de rentrer chez lui, la porte étant, semble-t-il, bloquée, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière de la maison. Il frappe, appelle sa femme à travers la porte, mais aucune réponse ne lui parvient. Au même moment, des voisins, monsieur et madame Johnson, qui rentrent de soirée, découvrent Wallace et lui demandent alors ce qu'il se passe. Il explique la situation et les Johnson lui conseillent une nouvelle fois de retenter par l'arrière, la porte y étant souvent moins compliquée, et lui propose même de l'accompagner. Cette fois-ci, William réussit à ouvrir la porte et pénètre chez lui, suivi des Johnson. Ils se dirigent tous les trois vers le salon où une macabre découverte les attend. Celle du corps sans vie de Julia Wallace, gisant au sol près de la cheminée, dans une mare de sang et ayant été vraisemblablement battue à mort. Une vive émotion les saisit et M. Johnson ordonne de ne toucher à aucun détail, tout en filant appeler un médecin et la police. Une fois arrivée, l'autopsie ne tarde pas à révéler que Julia Wallace a été battue plusieurs fois et que les coups portés à la tête ont eu raison d'elle, lui écrasant littéralement la boîte crânienne. Mais alors que s'est-il donc passé? Julia Wallace a-t-elle été victime d'un cambriolage ayant mal tourné? Eh bien, c'est ce que pensent les enquêteurs lors de leur première fouille, l'endroit où les Wallace gardent leur argent ayant été forcés et les billets volés. Mais d'autres éléments viennent les faire douter de cette hypothèse. À part l'argent, rien ne manque dans la demeure des Wallace. Aucun autre objet de valeur, ce qui est plutôt curieux pour un cambriolage. Les soupçons se tournent alors vers un autre suspect, le mari de la victime. Bien que ce dernier ait pourtant un alibi, il n'était pas là au moment des faits. Malgré cela, un premier élément vient porter l'attention sur William Wallace. Les policiers découvrent que le fameux appel reçu par ce dernier au club d'échecs a été passé via une cabine téléphonique située à 400 mètres environ du domicile des Wallace, non loin de la station où William prend le tramway pour se rendre au club. Plutôt étrange comme coïncidence, pourquoi la personne voulant le rencontrer et habitant soi-disant au Menlove Garden se serait-elle trouvée aussi proche?
Est-ce un simple hasard? La police n'y croit pas beaucoup et suspecte au contraire que Wallace aurait passé ce coup de fil juste avant sa venue pour se constituer un alibi. Un autre élément vient s'ajouter, l'heure du décès. Le médecin arrivé sur les lieux avait tout d'abord conclu que Julia avait rendu son dernier souffle aux alentours de 20 h, ce qui innocentait William Wallace. Mais pour la police, Wallace aurait tout aussi bien pu assassiner sa femme avant de partir et ramener l'heure du décès probable à 18h30, heure où William n'était pas encore parti de chez lui. À partir de cet instant, le dossier est bouclé. Comme dans beaucoup d'affaires de meurtre, l'entourage est le principal suspect et William Wallace ne va pas faire exception. La police l'inculpe 2 semaines après le meurtre de sa femme. Le procès ne tarde pas non plus, et après une délibération du jury ayant duré à peine 1 heure, il est condamné à la peine de mort pour avoir sauvagement tué son épouse. Cette affaire devient rapidement médiatique, et William Wallace, comme l'ensemble du pays, est abasourdi par cette décision. Lui, qui ne cesse de clamer son innocence, et fait appel. Heureusement pour lui, il dispose alors de très bons avocats qui vont se plier en 4 pour sortir leurs clients de cette sombre affaire, en démontrant point par point qu'il est impossible que Wallace ait commis le meurtre, notamment sur l'heure du meurtre. Cette fameuse soirée du 20 janvier, William Wallace a été vu à 19h06 dans le tramway par le conducteur et plusieurs passagers. Pour rappel, il devait commettre le meurtre aux alentours de 18h30, l'heure probable du décès avancée par la police et non par le médecin qui a examiné le corps. Il fallait donc, une fois le crime commis, qu'il se change en quelques minutes à peine, puis court ensuite pour attraper le tram et monter dedans. Et pour étayer son hypothèse, la police a demandé à un jeune enquêteur de faire le chemin en courant à partir du domicile des Wallace jusqu'à la station de tram. Mais pour les avocats, cela ne tient pas. Tout d'abord, n'oublions pas que le corps de Julia Wallace a été retrouvé roué de coups, une mare de sang et avec le crâne complètement écrasé. Le meurtrier n'aurait donc pas pu commettre ce meurtre sans se salir. Or, aucune trace de sang n'a été relevée sur le costume que William Wallace portait ce jour-là, de même qu'aucune trace d'habits ensanglantés dans la maison qu'il aurait pu éventuellement cacher. Et il est difficile de croire que William Wallace aurait pu se lever, se changer et faire disparaître les vêtements en 10 voire 15 minutes à peine. Quant à piquer un sprint pour attraper le tramway, n'en parlons pas. De plus, l'homme choisi par les policiers pour l'exemple était un jeune et en bonne santé. Tout le contraire de William Wallace, âgé de la cinquantaine et qui souffrait en plus de nombreux problèmes de santé. De plus, la présence d'un autre témoin, un livreur de lait qui aurait parlé à Julia Wallace pendant quelques minutes, et cela au moment même où William montait dans le tram. Après ce plaidoyer, ce 19 mai 1931, la cour d'appel prend une décision sans précédent, en annulant le verdict du procès de William Wallace et en concluant que le jugement rendu avait été déraisonnable et que les preuves existantes n'étaient pas suffisantes. Sauvé par ce verdict, William est libéré et retourne peu de temps après à son emploi d'agent de recouvrement. Cependant, l'opinion populaire n'était pas de son côté et beaucoup ont estimé qu'il avait simplement eu de la chance de s'en être sorti. Il démissionne peu de temps après et décède 2 ans plus tard dans un hôpital à la suite de ses complications de santé. Mais alors, si ce n'est pas William Wallace qui a tué sa femme, qui a commis ce meurtre horrible? Eh bien, plusieurs enquêtes posthumes ont par la suite été menées pour résoudre le crime. Dans les années 60, un auteur, Jonathan Goodman, révèle dans un ouvrage l'existence d'un autre suspect, Richard Gordon Parry. Ce dernier est un collègue de travail de William Wallace et plusieurs théories vont être avancées. Tout d'abord, celle que Perry aurait détourné des paiements lors d'une tournée où il remplaçait Wallace et que ce dernier aurait, à son retour, signalé l'argent manquant à sa direction. Néanmoins, le soi-disant signalement effectué par Wallace sur Perry n'a pas été retrouvé, et Richard Perry n'ayant jamais été licencié pour de tels faits. Or, si un employeur découvre qu'un de ses employés détourne de l'argent, il l'aurait sans doute licencié. Pourtant, ce n'est qu'1 an plus tard que Perry quitte la société et de son propre fait. Une autre théorie veut que Julia et Richard aient eu une liaison ou encore qu'il s'agisse d'un vol commis par Perry qui aurait mal tourné. Quant à la liaison, elle est possible, mais n'oublions pas la différence d'âge importante entre les 2 protagonistes. Perry n'ayant que 22 ans alors que Julia était bien plus âgée, elle avait 69 ans. Et la liaison, au bout du compte, n'a jamais été prouvée. Et pourquoi Perry se serait-il vraiment donné tout ce mal? Après tout, William Wallace aurait très bien pu choisir de ne pas aller à ce rendez-vous.
En 1981, un journaliste radio, Roger Walk, avance là aussi la théorie du meurtre par Richard Gordon Perry, en découvrant un élément complémentaire que n'avait pas vu Goodman. La fiancée de Perry, qui avait fourni un alibi à ce dernier en disant qu'elle était avec lui le soir du meurtre, s'est finalement rétractée quelque temps après. En outre, un gant ensanglanté aurait été aperçu sur le siège de sa voiture. Il ne s'agit cependant que d'hypothèses, ces derniers ne pouvant plus du tout être vérifiés. Plus récemment, en 2013, une autre romancière, P.D. James, affirme avoir trouvé la solution de ce mystère. Le meurtrier ne serait autre que William Wallace lui-même, et qui aurait tué sa femme avec un tisonnier, et seulement vêtu d'un imperméable, ce qui expliquerait l'absence de sang sur ses habits. Il faut en effet savoir que le corps de Julia avait été retrouvé avec un manteau placé sur elle. Cependant, ce dernier avait été à moitié brûlé, le corps étant près de la cheminée. Selon la romancière, l'appel aurait été passé par Richard Perry afin de faire une mauvaise blague à Wallace, dans le but de se venger du signalement de ce dernier. Bien que plausible, cette théorie paraît là encore difficile à croire, sachant qu'il n'existe aucune preuve de ce signalement. Mais alors quel est le vrai criminel dans cette affaire? Est-ce le mari? Est-ce Richard Perry ou encore une autre personne encore non identifiée? Eh bien ce jour, nul ne le sait, faisant du meurtre de Julia Wallace une des plus grandes énigmes d'affaires non résolues du XXe siècle. Si vous souhaitez retrouver un autre épisode des Étranges Histoires, je vous laisse cliquer juste ici. Merci pour le petit pouce bleu de soutien, quant à moi je vous dis à très bientôt.